En manchette aujourd'hui, le Centre d'action bénévole d'Autrey présente son bilan annuel. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimare au pupitre, en ce 22 juin. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, tenait hier soir son assemblée générale annuelle. Toute l'équipe était présente pour présenter justement le résultat d'une année, on pourrait dire, en montagne russe. Rappelons-le, confinement, déconfinement, modification des normes sanitaires gouvernementales, bref, une année particulière. Le CABA, malgré tout, a su maintenir ses activités et même augmenter son offre de services au fil de cette année, pas comme les autres. Le directeur général du CABA, Pierrot Lapierre, a commenté évidemment cette année particulière. Il a fait le portrait des réalisations du Centre d'action bénévole d'Autrey et il s'est dit sincèrement fier du travail accompli grâce à l'engagement des bénévoles, toujours soutenus par une équipe d'employés qui dit-il, dévouée au bien-être de notre collectivité. On le cite, il mentionne, je trouve d'ailleurs important de souligner la créativité, la solidarité et l'expérience des membres de notre personnel. Malgré une année d'incertitude, ils ont fait preuve d'ouverture à se remettre en question pour ajuster notre offre de service à la situation vécue depuis le début de la pandémie. Le directeur général, M. Lapierre, a tenu à souligner avec justesse la hausse de près de 30 % des repas préparés en un an par la popote roulante. De toute évidence, on parle de qualité, fraîcheur et coût abordable des produits offerts dans ce service, donc un service apprécié par un nombre toujours plus grand d'usagers. Il a ajouté, je trouve également essentiel de mettre en valeur la diversité des activités de prévention et de socialisation organisées par notre équipe. On en trouve vraiment pour tous les goûts et ça fait parler de nous. Il y a une autre réussite fort importante en cette année, pas comme les autres. On parle d'une réussite même remarquable, selon le directeur général. Une activité remarquable en cette année pandémique, c'est le résultat exceptionnel de la collecte de fonds annuelle du Centre d'action bénévole d'Autrey du CABA. Le chiffre magique de 105 000 $ fut atteint. Pour une deuxième occasion, c'est l'homme d'affaires Jimmy Mondor du IGA Famille Mondor qui a assuré la présidence d'honneur de cette levée de fonds, épaulé par de fidèles partenaires, soit les pharmaciens propriétaires Hélène Paquet et Germain Chartier des succursales Jean Coutu de la Velleterie et de Berthierville. Et on n'oublie pas la Caisse des Jardins de Dautrey, qui était un partenaire, qui est toujours un partenaire principal du CABA, d'où ce succès de cette belle levée de fonds. Dans son rapport, le directeur général a aussi parlé des perspectives pour l'année en cours, pour les prochains mois. Donc, après 2 ans d'incertitude et d'ajustement, l'improvisation fait maintenant partie du quotidien de l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey, a-t-il mentionné. Il faut cependant oser faire des prédictions pour l'année avec l'espoir qu'elles pourront se concrétiser sans trop de changements. La direction entrevoit donc la prochaine année avec optimisme, sachant que les défis seront nombreux pour une réorganisation des services et ça peut changer à tout moment en fonction de directives ou d'opportunités imprévues. Bien que nous ne soyons pas à l'abri d'un nouveau variant qui viendrait changer la donne, a-t-il mentionné, les plus récents développements laissent présager un retour à la presque normalité. Autre chose importante, avec le service de popote roulante, le CABA envisage pour la prochaine année l'implantation d'un nouvel espace où se procurer les produits issus de sa cuisine. Ainsi devrait naître la boutique de la popote roulante du CABA. Un espace convivial qui mettra en valeur des mets frais et surgelés préparés par, dit-on, les mains habiles des bénévoles et des employés du CABA.
Le recrutement de nouveaux bénévoles pour assurer le déploiement du service en accompagnement en transport et la bonification du service de déclaration d'impôts pour ainsi sensibiliser les aînés sur l'importance et les avantages de compléter ces déclarations de revenus feront également partie des préoccupations de l'organisme pour les prochains mois. Donc, on en reparlera à ce moment-là. On y va maintenant avec un petit coup d'œil. Il y a un tableau, c'est un petit peu compliqué, mais je vous le dis, dans ce premier tableau-là, c'est les activités. On voit là, les activités du CABA, soutien à la communauté, soutien aux individus. Le CABA est très actif. On parle d'ateliers visuels, de visites à la bibliothèque, de clubs de plein air et de vélo, de cours de langue, cours de l'escouade informatique. On parle de gymnastique de la mémoire et jeux de neurones pour les plus âgés, d'impôts, formulaires, passeports vaccinaux, de l'aide à ce niveau-là. On joue aussi aux poches, aux différents ateliers. Il y a les petites vues où on peut regarder des films. Mise en forme, nouveau popote roulante, évidemment, on en a parlé tantôt. Et j'en passe et j'en passe. On y va maintenant du bilan dans la deuxième tableau, si on regarde la dernière ligne, et c'est tout à l'honneur du CABA. On rappelle qu'en 2019-2020, le total des interventions personnes, donc les gens qui ont été touchés par les services du CABA, ça chiffrait à 49 969. L'année dernière, l'année pandémique, où on a vraiment frappé un mur, les services interventions par personne ont baissé. On a parlé de 41 285 donc interventions personnes, ce qui est quand même énorme pour d'autres. Et je vous dis, le chiffre de la dernière année, 2021-22, donc pour cette année-là, le nombre d'interventions personnes a bondi à 53 164 interventions personnes, ce qui est énorme et c'est un soutien à la communauté vraiment important. Lors de cet AGA, le conseil d'administration, les membres d'ailleurs du CABA ont tenu des élections et un nouveau conseil d'administration est maintenant élu. Madame Claire Tellier préside le CABA maintenant. La vice-présidence est l'affaire de Jeannette Plourde. Le secrétaire sera Michel Bigawette et le trésorier Roger Clermont. Les autres membres du conseil d'administration sont, pour l'année en cours qui vient de débuter, Claude Adam, Lucette Mousseau-Lavallée, Jacques Ricard, Daniel Bellumeur, Céline Langlois. Le CABA a profité de la rencontre de cet AGA pour remercier pour leur implication 3 administrateurs en particulier qui quittaient, Suzanne Clément, Jean Malo et Paul Boudreau. Voilà le CABA, les grandes lignes de l'AGA, de l'organisme, un organisme fort important pour notre milieu. On poursuit maintenant. L'action n'a pas manqué le week-end dernier sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. La Formule 1 et plusieurs autres courses de soutien ont retenu l'attention des amateurs et ils étaient fort nombreux. On parle d'une foule de plus de 330 000 personnes pour les 3 jours de l'événement, un record. Pour Montréal, le Québec et le Canada, le Grand Prix de Formule 1 est une extraordinaire vitrine, surtout au niveau international. Mais le Grand Prix est aussi une belle vitrine pour Berthierville et la MRC de Daudraye. Des milliers de personnes ont défilé devant le kiosque du musée Gilles Villeneuve de Berthierville. Sur la piste, l'équipe de course du musée a retenu l'attention. Marie-Soleil Labelle, la jeune pilote de l'équipe, a même grimpé sur la 3e marche du podium lors de la première des 2 épreuves de la série Nissan Micra. Un premier podium pour Marie-Soleil, qui est originaire de Gatineau. Également, l'une des voitures du musée pilotée en 1976 par Gilles Villeneuve était en vedette au circuit dans la fan zone, comme on dit, sur le circuit, plus précisément au studio de Belle,
ou entre autres le jet RDS qui diffusait le Grand Prix. Pour le musée Gilles Villeneuve, le Grand Prix de Formule 1 du Canada est un tremplin publicitaire et promotionnel de premier plan. La semaine du Grand Prix, des touristes de plusieurs pays font aussi halte à Berthierville afin de visiter le musée consacré au légendaire pilote Berthollet. Bref, un week-end fort positif pour le musée Gilles Villeneuve. On parle maintenant de développement économique d'Autrey. L'organisme a récemment officialisé un appui financier de 7 500 $ à EDP Précision, une entreprise d'usinage située dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. La subvention est tirée du programme d'aide au développement des entreprises, dont les fonds proviennent d'une entente liant la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ayant débuté ses opérations en septembre 2021, EDP Précision Incorporée effectue la fabrication, l'entretien et l'usinage de produits métalliques spécialisés sur mesure, principalement pour les secteurs alimentaires, le domaine agricole et l'industriel minier. L'appui financier de DEA facilitera l'atteinte des objectifs du propriétaire Dominique Sarrazin, qui souhaite répondre à la demande grandissante pour le service d'usinage de pièces de grand format. Pour y arriver, l'entrepreneur a fait l'acquisition de nouveaux équipements spécialisés, tels, on parle ici d'une tour d'usinage ainsi que d'un système de levage pour monter et installer les pièces sur la tour. En terminant ce bloc, nous vous présentons la fin de l'entrevue que nous a accordée la directrice générale du RUTAL. Il est question ici des usagers du transport adapté dans la Naudière. On regarde et on écoute. Les véhicules adaptés. Avant, justement, les compagnies de taxi avaient des permis, on appelait ça des permis restreints, qui permettaient de sortir de leur agglomération avec ce véhicule-là, mais ce permis demandait une obligation de la part du propriétaire à desservir que la clientèle à mobilité réduite. Donc, ça nous assurait en transport adapté des véhicules adaptés. Puis il y avait des revenus conséquents par rapport à ça, ils pouvaient rentabiliser. Je veux dire, c'était évidemment, il y avait des contrats avec les transports adaptés, puis ça faisait en sorte que, autant nous, de notre côté, qu'on représente les usagers, on était assurés d'avoir des véhicules adaptés, puis éventuellement, les demandes étaient grandissantes. Il y a des subventions d'ailleurs encore pour l'adaptation et l'acquisition de ces véhicules-là, mais la subvention n'est plus à la hauteur des coûts. Alors ça aussi, ça fait en sorte qu'on en a de moins en moins des véhicules. Il y en a quelques-uns encore, mais les transporteurs maintenant sont moins cités en achat. Bien, c'est sont moins. Voilà, fait qu'on se retrouve un peu dans... les taxis, ça permet une mobilité dans la gestion des routes. On se cache de l'agilité, là. Bien, dans le fond, c'est que ça permet de pouvoir faire des parcours beaucoup plus courts, de trajets plus courts pour les usagers. Tu sais, dans un minibus, souvent, c'est des rondelets. Oui, oui, je comprends très bien. Donc, en taxi, c'est ça permet un peu cette mobilité et aussi le confort des véhicules. La clientèle apprécie. Contrairement à celui là, du minibus. Donc ça, c'est vraiment, tu sais, ça amène, le taxi est un véhicule de transport extrêmement important pour desservir la clientèle en transport adapté. Et puis, malheureusement, là, la loi 17 est venue fragiliser ça. Puis, surtout que je dois rajouter, tu sais, tantôt on disait, mon Dieu, ça fait peur, mais tu sais, ça va jusqu'à, on le mettait dans notre communiqué de presse. Moi, j'étais au bureau un soir jusqu'à presque 19h. Il y a c'est pas tout le monde qui connaisse notre organisme, mais il y en a qui nous connaissent, des usagers, mais nos membres, ce sont les associations de personnes handicapées. Mais il y a des usagers qui nous interpellent aussi. Puis quand on écrit que oui, il y a des refus présentement de déplacement, puis ça, normalement, il devrait pas en avoir, je crois. Des annulations, mais aussi des personnes qui sont laissées seules, sans retour. C'est un banc de parc, comme je dis. T'es là, t'attends, puis... Ils ont réservé pourtant leur retour, mais là, le transport n'arrive pas. Il est en retard, ils appellent, et là, on se fait répondre, désolé, ils disent, on n'a plus de véhicule pour aller vous chercher, ni de chauffeur. Dès qu'il y en a un qui se libère, on ira vous chercher. Donc, les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir à la maison. Des fois, ils sont dans les lieux pas sécuritaires, à l'extérieur. Là, il y a l'hiver qui va arriver. On ne peut pas permettre ça. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Quand on dit un recul de 25 ans, est-ce que aussi les... Sur ce, allons à la pause.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Les anniversaires en ce 22 juin, le CABA souhaite bonne fête à Georgette Gagnon, Éric Millette et Claude Dufresne. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 22 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La semaine dernière, les propriétaires de l'usine LH Plante recevaient leurs confrères de l'Association des manufacturiers de palettes du Québec. Lors de cette rencontre, un bref historique de la compagnie de Saint-Ignace de Loyola a été présenté aux gens. On regarde cette présentation. En même temps, nous allons faire la présentation de l'équipe de direction de LH Plante. Stéphane Cochin, qui est directeur général. Marie-André, qui est directrice des ressources humaines et directrice de la production. Vous avez Suzanne Lassalle, qui est réceptionniste et comptabilité. André, mon beau-frère, qui est consultant en maintenance. Marie, ça fait 65 ans qu'elle est avec LH Plante. Il y a 80 ans. Elle arrête d'être éligible à sa retraite. Ça prend 150, son âge plus le nombre d'années. 145 actuellement. Puis on a Caroline Ossan, qui est adjointe administrative, qui est. Caroline? Moi-même, Richard Plante, président. Alors, c'est ça. Là, on a une petite présentation à vous faire. Un petit peu l'historique de LH Plante, comment ça a commencé, puis les faits saillants, disons, au cours des années, si vous voulez. Ça, évidemment, c'est actuellement. Il y a peut-être, comme sur la photo, il y a des prolongements qui ne sont pas là, mais c'est pas tellement grave. Bon, ça va acheter, ça? C'est un autre. Ah, ah, OK. Bon. En 1900, on a commencé en 1900, mon père et mon grand-père ont commencé à faire des palettes en 1947. Avant ça, il y avait un mouillassier. Il était ici, puis il allait couper du bois dans les îles l'hiver, qui amenait ici. Puis il coupait le bois, puis il faisait évidemment, il y a toujours du bois de chauffage avec ça. Puis il vendait du bois de chauffage, il y avait une base militaire à Sorel, à temps de la guerre. Il vendait du bois de chauffage à l'armée. En 1947, un monsieur de l'armée a contacté mon grand-père et lui a dit, écoutez, on vient de recevoir une palette de bois, étant donné que vous faites du bois, vous êtes vraiment capable de faire ça. Donc, mon grand-père est allé voir ça, puis on a commencé à faire des palettes à partir de, évidemment, au marteau et au clou. Puis, notre premier client, c'était l'armée. Après ça, ben, il y a eu d'autres. Ben, tu marches pas là? Ouais, tu peux cliquer dans le bouton shop. Gauche? OK. Évidemment, en 1945, la maison où vous êtes actuellement, ça a été construite. C'était la maison familiale. On est 8 enfants. Puis mon grand-père vivait avec nous autres et ma grand-mère. Donc on était 8. Tout le monde était élevé dans cette maison-là.
Mes parents, ça aussi, c'est une photo de mon père avec mon grand-père et ma grand-mère. Alors, ça date, on met mon père là-dessus, mettons, il nous montre en 1922, donc 20 ans, 1940, 1935, 1940, indépendamment de l'âge qu'ils ont. On n'a pas la date sur la photo, malheureusement. Puis ça, c'est mes parents à droite. Ensuite de ça, OK. Évidemment, mon grand-père était, et mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient boulangers. Mais ceux qui ont connu mon père, probablement que vont être d'accord avec moi que je ne voyais pas passer du pain par temps. Il a commencé, c'est pour ça qu'il a commencé à avoir un moulin ici, puis commencé à travailler dans le moulin. Puis quand il y a eu une chance de faire des palettes, il a commencé à faire des palettes. Je vais continuer, là, on va essayer de processer. L'autre chose aussi qui est importante de souligner, c'est que ma mère était pratiquement bilingue. Ma mère vient de Montréal, puis elle a fait toutes ses écoles, elle a fait en anglais. Puis dans les années 50, 60, les clients à Montréal, souvent les acheteurs, c'était des unions anglophones. Alors là, le contact se faisait par l'entremise de ma mère. Ma mère avait beaucoup d'entre-gens, donc la clientèle était quand même fidèle, ça allait bien de ce côté-là. Bon, ça ici, c'est une photo. On a quoi? La vieille usine qui n'existe plus aujourd'hui. Les gens faisaient des palettes au marteau. Puis ça ici, c'est tous nos employés, il y en a peut-être 15-16. Puis la livraison des palettes. On prend une comté qui faisait à peu près 250 à 300 palettes par jour avec 16. Fait que c'était quand même des bonnes journées. Ça prenait, quand quelqu'un commençait à travailler pour nous autres, les premières journées, il y avait dans l'eau. Dans ce temps-là, le CSSI, c'était pas si pire. On y mettait de la glace, c'était assez. Mais j'imagine. En 1957, c'est l'arrivée d'André, comme je disais tout à l'heure, mon beau-frère. Fait que 1957 à 2002, ça lui fait 65 ans de service. André, il a été toujours notre bras droit, le bras droit de mon père, puis celui qui s'est occupé de la maintenance. Il a appris par lui-même, il faisait des scies, il fait la maintenance, tout l'entretien de l'usine, en plus d'être s'occuper de la production. Ces journées étaient bien remplies. Ensuite, OK. Là, dans les années, en 61, l'usine qu'on va visiter, celle que le Dôme, la première partie a été bâtie en 1961. Puis en 1962, mon père a acheté la première cléole automatique. On la voit mal là-dessus, mais c'est une Morgan, ceux qui sont dans la palette. Ça ressemble un peu de un B-Mirror. Puis c'était, il en a acheté une en 61, puis après ça, il en a acheté deux autres par la suite. Puis également, il a commencé, dans les fin des années 60, à fabriquer des caisses de coupe. Pour les caisses de coupe en bois. Quand il était en bois, jusqu'au début des années, peut-être 73, 74, quand ça tombait en carton, là, ça a tout fini avec. Alors à ce moment-là, un peu, on voit des photos de caisses, tout ça. Nos clients, ben, on voit on avait un Perloy, Cadda, Chipline, qui est les gros clients, il y a une Carbide, c'est nos gros clients à Montréal. Bon, ça. Évidemment, avec l'ajout de 3 machines automatiques, ça prend plus de bois. Alors, le bois, c'est toujours le même problème. Bon, il y avait de la misère à fourrer, même si. Parce qu'avec 3 machines automatiques, avec une machine faisait 2 gars, faisait, mettons, 300 palettes par jour, là, au lieu de 16 gars. Puis là, tu en rajoutes 2 autres, mais c'est 300, ça fait 900 palettes par jour. Alors, on avait besoin de bois, puis mon père a décidé en 1972 de s'ouvrir un moulin assis à Saint-Bonifaire de Chemondon. Puis, c'est là que Roger est rentré, il est venu travailler pour nous autres, pour les Lâche-Plante. Puis, Roger, c'est un frère? C'est mon frère. Mon frère. Mon frère Roger. Ouais. Il s'est occupé du moulin assis. Le gros avantage du moulin, c'est que le bois arrivait précoupé, il était prêt à assembler. Je sais pas si j'ai précoupé. Mais dans ce temps-là, c'était pas si évident que ça. En 1980, ben, on a eu Suzanne qui est venue travailler avec nous autres comme réceptionniste comptable. Puis c'est elle qui est, comme on dit, la première personne que vous voyez quand on rentre au bureau, mais c'est fini. Puis en 1985, ben, c'est moi qui arrive. Alors, c'est ça, je suis arrivé en 1985, commencé à m'occuper des ventes et des achats. Puis aussi des employés, tranquillement dans la production. Puis par la suite, ben là, à partir de là, en 85,
évidemment, on a acheté une scie multiple parce que dans ces années-là, ceux qui sont dans le bois le savent, on utilisait les gars de palettes, les années 70, on utilisait du 4 quarts et les palettes. Hein. Mais là, le 4x6, les minaciers commençaient à couper du 4x6, puis 4 quarts, c'est vraiment à travailler. Alors, avec le 4x6, on pouvait couper le bois qu'on les 2x4, 3x4 et là-dedans. Puis également, en 1985, on a acheté l'achat de la JR. C'est une machine à blanc qu'on se sert à peu près pratiquement plus. Vous allez la voir, elle est encore là. C'est avec ça qu'on va donner les palettes à blanc pour les brasser. Puis en 88, l'achat de la Viking, qui marche encore. C'est encore la même. Mais avec plusieurs, évidemment, upgrades. Là, on est rendu, tu sais, le dernier upgrade, c'est en 2019. Le dernier upgrade, 2019. Quand même relativement satisfait. Ensuite, dans les années 90, ben, on a eu. Pardon? Non, mais je pense qu'il a passé l'image, Stéphane, non? Ouais, c'est cool. Ça... Ok, c'est bon, c'est bon. Correct, Si je n'avais pas parlé, la personne ne serait rendu compte. Désolée. Ah oui, tu n'as pas fait une. Ah. Dans les années 90, on a eu l'entrepôt, vous voyez à droite, on a agrandi l'usine pour, évidemment, on manque toujours le manque d'espace, c'est le problème. Puis, bon, évidemment, si on continue dans le temps, en 2003, février 2003, notre minacier a passé au feu à Saint-Boniface. Alors, on vient d'investir beaucoup d'argent 2-3 ans auparavant. On n'a pas de contrôle là-dessus, évidemment. Quand évidemment, on est assis qui prend feu, ça n'a pas duré longtemps. 9 heures, à 7 heures, c'est rendu compte du feu, mais 9 heures, tout en tête. Fait que, c'est ça. On n'a pas reconstruit parce que différentes raisons. Il y a beaucoup de reconstruction. C'est le double de ce qu'on avait il y a différentes raisons. Bon, en 2013, c'est l'arrivée de Stéphane, notre directeur général. Puis. OK, c'est tout. C'est tout pour Stéphane. Là, mais on a fait encore agrandi l'usine. On a acheté une machine une capée, que tu allais voir tout à l'heure, pour faire les blocs, principalement. Puis évidemment, comme on disait tout à l'heure, on a optimisé la Viking pour les machines, pour les stades, les palettes à stade, à Longeron. Puis la préparation, on a acheté aussi une refendeuse pour la préparation du bois mou, parce que le bois fait pas mal, mais il y a quand même pas mal de bois mou qui se fait. En 2019, c'est l'arrivée de Marie-André. Pour, c'est ça, son dynamisme, puis ainsi de suite. Là, on s'occupe des employés. Il est très, très plaisant de s'occuper des employés. Du plaisir. Hein? Du Ça va plaisir bien, par ça le va temps. bien. C'est ça, des employés, production. Avez-vous réservé votre giblotte pour le souper de la Saint-Jean à Saint-Ignace? C'est pas fait. 450-271-6128. Louis-Vincent Barthes, 15 $ par portion. C'était pas manqué, c'était à Saint-Ignace. La météo, pour terminer, on parle de pluie malheureusement pour les prochains jours, peut-être aussi pour la Saint-Jean. Donc, le mercure sera quand même plus frais, entre 22 ce soir, 16 cette nuit, 16 demain matin, 19 jeudi, 18 jeudi soir. La pluie commence en ce mercredi soir. Il y en aura jusqu'à vendredi. Donc, voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 22 juin, pardon. 22 juin, voilà. Alain Bellemare aux Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition. Au revoir.